Bonjour, donc et bienvenue à cette conférence sur l'art britannique contemporain et son public. Il s'agit donc d'une introduction à l'art contemporain depuis donc 1945 à peu près. En fait, c'est une répétition pour la vraie conférence que je vais faire ce soir, mais on verra cela. Alors, je vous montre un petit peu comment dire, le structure de la conférence, une petite introduction sur l'art contemporain et l'art moderne en général. Ensuite, je vais présenter quelques institutions, si vous voulez quelques dispositifs qui sont au centre de la vie du milieu de l'art contemporain en Grande-Bretagne. La Tate Gallery, l'histoire du quatrième socle, donc bon, j'expliquerai de quoi il s'agit, et le prix Turner. Et puis, je vais passer en revue une série d'artistes assez rapidement, quelques minutes pour chaque, pour voir donc un petit peu une variété, la variété des approches et une réflexion sur leur public et quel genre d'attrait il pourrait avoir. Alors, allons-y. Tout d'abord, donc, je vous présente un petit sondage. C'est un sondage de 2019, donc il y a 4 ans. Et c'était par YouGov, donc un institut de sondage très sérieux, qui a demandé à l'échantillon des Britanniques qui étaient les artistes préférés. Et alors là, vous voyez les top 10 dans l'ordre. Donc, le plus populaire, Banksy, on va y revenir. Et voilà, les autres 10, les 10 sont tous, si vous voulez. Et peut-être vous remarquerez donc qu'il y a un, deux, trois, quatre Britanniques et les autres étant donc des vedettes internationales, peut-être peu surprenants, Monet, Van Gogh, Dali, Michel-Ange, etc. OK, alors pour regarder l'art contemporain, qui parfois est un peu controversé, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est l'art? Bon, je ne vais pas vous régler ce problème pour vous, mais ce qui est sûr, c'est qu'au cours du 19e siècle, l'art a énormément changé, et peut-être notamment l'arrivée de la photographie indique que ce n'est plus aussi essentiel de présenter le monde comme on le voit. Et toute une série d'artistes extrêmement connus vont regarder autrement. Donc, bien sûr, les impressionnistes qui vont se concentrer sur les effets de lumière. Et voilà, et comme vous voyez avec cet exemple, présente des choses qu'on ne peut pas vraiment photographier comme ça, qui ne sont pas exactement comme ça. Et donc, ils vont faire entrer là-dedans une subjectivité. La subjectivité va poursuivre avec les cubistes et puis bien sûr les surréalistes, etc., où à la fois le sujet et le traitement du sujet va être transformé. Des gens comme les expressionnistes vont se concentrer sur l'état de celui qui regarde, du peintre, de celui qui regarde le monde extérieur. Et puis, les différentes formes d'art abstrait vont considérer qu'il n'est pas forcément nécessaire de peindre ce qui est, mais ce qui pourrait être. Et alors ici, nous avons donc un célèbre peintre de Mondrian, Jackson Pollock va se concentrer donc plus sur le concept. Il avait dit à un moment, je crois, même si on lance une pierre, si on comprend vraiment le sens de cet acte, ça aussi, ça constitue l'art. Je vous donne un dernier exemple dans ce 2 minutes sur l'histoire de l'art moderne. C'est encore, à mon avis, essentiellement de l'art conceptuel. C'est le travail de Christo et Jeanne-Claude. Ici, vous voyez le Reichstag allemand emballé, empaqueté, eingepackt Reichstag. Et pour moi, ce que nous avons là, c'est un énorme monument historique au centre peut-être, on pourrait dire, de l'histoire européenne du XXe siècle, qui là est emballé, tandis qu'habituellement on emballe des choses petites qu'on peut donner pour l'anniversaire ou pour Noël. Et ici, nous avons quelque chose qui est tout à fait le contraire, mais quand même est emballé. Et donc, voilà, c'est ce que moi j'en retire, même si je souligne, mais bon, je pense que vous êtes au courant, que l'œuvre d'art
typiquement n'a pas un seul sens, mais ouvre une série de possibilités d'interprétation pour le public. Nous avons aussi eu tout récemment, après le décès de Christo, l'Arc de Triomphe ici à Paris, donc, qui était également emballé. OK, alors la Grande-Bretagne, si on regarde la Grande-Bretagne aujourd'hui, je veux commencer par vous présenter quelques institutions qui sont importants pour l'art contemporain. C'est tout d'abord la Tate Gallery. Alors, il s'agit là d'un réseau de 4 musées d'art et ils ont la spécificité bien britannique d'être gratuit. L'entrée est gratuite pour tous. Alors, il y a le Tate Britain qui suit l'histoire de l'art britannique depuis plusieurs siècles, voilà, qui était avant le Tate Gallery, maintenant c'est le Tate Britain. En 88, en 2000, nous avons la fondation du Tate Modern, qui est extrêmement populaire aujourd'hui et qui a été fabriqué ou construit dans une ancienne centrale électrique. Et donc, bien sûr, le choix d'un site industriel de ce type, c'est une réflexion sur la place de l'art dans le monde aujourd'hui. Le Tate Modern est extrêmement populaire. On me dit que c'est le 4e musée d'art dans le monde entier, par le nombre de visiteurs. Le Louvre étant le numéro 1. En 2022, 3,8 millions de visiteurs, bien sûr assistés, aidés par le fait que l'entrée est gratuite. C'est-à-dire que le Tate Modern accueille bien davantage de visiteurs que la National Gallery, qui est également gratuite et qui présente de l'art avant, essentiellement de l'art avant le XXe siècle. Mais le Tate Modern, il accueille 1 million de visiteurs de plus que le National Gallery chaque année. Alors, si on reste sur le Tate Modern, c'est une galerie internationale. Les artistes de tous les pays du monde sont présentés. Et c'est intéressant de voir que dans le grand hall de l'entrée, ils organisent des commissions, ils mettent en place des commissions pour demander à un artiste de présenter une de ses grosses œuvres dans le hall. Et depuis une dizaine d'années, il y en a eu 7 et aucun n'était britannique. Alors ça, c'est une des réflexions que je pense est important de poursuivre. C'est l'idée de est-ce qu'on peut parler de l'art contemporain britannique aujourd'hui ou est-ce que l'art est tellement internationalisé dans l'art contemporain que finalement l'idée qu'il reste une tradition britannique n'est plus de mise. Ce sont des discussions qui ont également eu lieu dans d'autres domaines, par exemple dans la musique. Alors, également au sein de la famille Tate, il y a le Tate Liverpool, fondé donc en 88, comme faisant partie d'un projet pour sortir de Londres les grandes collections d'art. Nous avons vu des schémas similaires en France, avec le Louvre à Lens et je crois que c'est le Centre Pompidou qui a une annexe à Metz. Donc, c'est cette idée de ne pas tout laisser dans la capitale. Et il y a eu également, dans la famille Tate, l'ouverture de Tate St. Ives. St. Ives étant une ville pas bien grande dans la Cornouaille. Et alors, le choix de St. Ives, c'est parce qu'il y avait une école d'artistes qui était installé à St. Ives au cours du XXe siècle, et surtout pour peindre les lumières intéressantes qui existent par là. Voilà, donc c'est un autre membre de la famille. Et le dernier membre de la famille Tate, c'est sans doute le online. Alors, je n'ai pas vu des études détaillées sur l'utilisation et la popularité du Tate Online, mais bon, ça permet en tout cas de voir quelles sont les priorités. Et comme vous en doutez, le travail avec les populations scolaires est une de ces priorités dont je parlais.
C'était la famille des Tate Galleries, donc fonctionnant sur argent public, essentiellement, même s'ils collectent de l'argent aussi des sources privées. Plus spécifiquement basé sur l'art contemporain, hein, parce que le Tate Modern accueille une période plus longue, à partir de la fin du 19e siècle. Il y a eu le projet du quatrième socle, et je vais passer un peu de temps là-dessus parce que je considère que c'est un dispositif tout à fait fascinant. Et qui nous permet de nous approcher à la place de l'art contemporain dans la société britannique aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est le quatrième socle? Alors, bon, vous voyez un peu la scène derrière moi, vous voyez le Parlement, et peut-être, oui, voilà, vous voyez un lion là, statue d'un lion. En fait, on est dans Trafalgar Square. Pas vraiment, hein, c'est une image, mais on est dans Trafalgar Square, donc Trafalgar Square, le centre touristique de Londres, aussi le centre politique, dans la mesure que c'est là où se réunissent les grandes manifestations, quand il y en a, de revendications. Et alors, au centre de cette place, peut-être vous connaissez, mais peut-être pas, il y a une énorme statue très, très haut de Nelson, l'amiral héros donc de l'Empire britannique. Et autour, il y a différentes statues, et bon, il y a les lions, bien sûr, hein, mais il y a 4 socles qui étaient mis en place afin d'accueillir des statues. Et alors, il y a un socle à chacun des coins. Les 2 socles du sud portent les sculptures de Henry Havelock et de Charles James Napier. Donc, je crois que ce sont également des héros de l'Empire britannique. Au nord, il y a 2 socles un peu plus grands. Le socle du nord-est abrite une statue de George IV, donc d'un des rois du Royaume-Uni. En 1841, on construit le 4e socle qui devait accueillir une statue équestre de Guillaume IV, mais qui est resté vide faute de fonds suffisants. Et pendant 150 ans, le socle reste vide. Et c'est seulement vers la fin du XXe siècle qu'on commence à considérer qu'on pourrait l'utiliser pour mettre en vitrine l'art contemporain. Et ça va causer un certain nombre de controverses, comme vous allez le voir. Alors, réfléchissons d'abord au positionnement, à la situation de ce socle. Nous sommes dans la place symbolique de Londres où partout on voit la gloire de l'Empire britannique dont la plupart des gens sont bien moins fiers maintenant qu'il y a un siècle. C'est très, très symbolique comme endroit. C'est aussi un endroit où il y a des millions de touristes qui passent chaque année. Donc, un socle qui montre l'art contemporain serait extrêmement visible. Et c'est effectivement donc en 98 qu'on met en place le dispositif 4e socle et on occupe temporairement le socle, souvent pour 6 mois ou 1 an, avec une série d'œuvres. Voilà le 4e socle donc vide. Et voilà un des exemples, c'est un travail de Bill Woodrow, Regardless of History. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un arbre qui plonge ses racines dans un livre. OK, bon, donc c'est un des exemples, et je vais vous donner quelques autres. Au moment de l'apparition de cette sculpture-là, il y a un débat en cours, que faire, et il y a différentes groupes de pression qui préféreraient avoir une statue plus traditionnelle. Alors, d'un côté, il y a Wendy Woods, la veuve du journaliste anti-apartheid Donald Woods,
qui lance un appel pour essayer de récolter l'argent nécessaire pour financer une énorme statue de Nelson Mandela. Il faut dire qu'à Trafalgar Square, il y a l'ambassade de l'Afrique du Sud, le commissariat d'Afrique du Sud. Ce n'est pas suivi. On reste donc dans cette idée de mettre en vedette l'art contemporain. Et regardons quelques exemples ici. En 2012, c'est un exemple de Elm Green et Dragset. C'est un couple d'artistes venus de Danemark et du Norvège. Et là, vous voyez la structure qu'ils ont proposée, Powerless Structures, les structures sans pouvoir, où vous avez un enfant doré, faut-il penser à l'enfance dorée, qui est sur un cheval à bascule. Alors ici, on voit l'imbrication de la situation à Trafalgar Square en face de la statue équestre du roi, pas loin de la grande statue de l'amiral Nelson, héros de l'Empire britannique. Et là, nous avons quelque chose qui montre donc à la fois un commentaire, forcément un commentaire sur sa situation. On peut le voir comme une critique de la gloire impériale dans les autres statues équestres. Il signifie aussi, ou il montre aussi un élément fondamental de l'art contemporain, le ludique. Le ludique a toujours été très important dans une énorme partie de l'art contemporain. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. Quand on les a interviewés, ils ont dit qu'ils voulaient dire que quelque part, tout enfant est un héros pour survivre jusqu'à l'âge adulte. Donc voilà, donc on a une réflexion sur la psychologie des enfants, une réflexion sur l'Empire, une blague, un jeu, et donc c'est quelque chose qui rentre donc dans certaines des préoccupations clés de l'Empire, de l'art contemporain aujourd'hui. Nous avons ici un autre exemple. Alors, celui-ci, c'est par un Britannique noir, Yinka Shonibare. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre le temps pour l'étudier, le garçon plus en détail. Et là, vous avez le navire de Nelson dans une bouteille. Alors, Nelson, je vous rappelle, donc c'est l'amiral qui se trouve en statue en haut de la colonne que vous voyez à droite, là. Et c'était commenté comme le premier œuvre d'art à cette position pour réfléchir spécifiquement sur le symbolisme historique de la place de Trafalgar. C'est aussi la première fois qu'un Britannique noir l'a utilisé. L'œuvre a été très populaire et il est resté pendant, je pense, un an ou un an et demi, quelque chose comme ça. Et par la suite, il y a eu une grande collecte de fonds pour permettre d'acheter lors des enchères l'œuvre. Maintenant, il fait partie de la collection permanente du musée maritime à Greenwich, à Londres. Mais il a coûté $250 000, 264 000 livres pour l'acheter, pour empêcher un collecteur coréen de l'avoir en premier. Donc, vous voyez ici, nous avons, en tout cas pour ces deux exemples-là, celui-là et celui-là, des éléments d'art conceptuel, c'est sûr, c'est l'idée qui est le plus important, mais en même temps peut-être pas excessivement inaccessible ou difficile d'avoir une idée de quoi il parle. Je devais dire aussi pour le navire dans la bouteille, les voiles du navire de Nelson là sont faits de tissu africain. Et donc, il y a des tissus de l'Afrique de l'Ouest, des motifs d'Afrique de l'Ouest. Donc, nous y voyons donc également une réflexion sur l'Empire britannique.
Ce n'était pas du goût de tout le monde, vous imaginez bien. Et il y a eu une petite campagne pour faire autre chose avec le socle. Et pendant 6 mois, en 2010, donc au milieu de ces différentes œuvres contemporaines, il y a eu le positionnement d'un statut de Keith Park, donc un pilote néo-zélandais de la Seconde Guerre qui s'est battu contre les avions allemands au-dessus de la Manche. Et donc, disons une statue d'un type largement traditionnel, hein, la gloire du patriotisme, même si la forme, vous le voyez là peut-être, est un peu plus moderne. Il n'est pas, il est présenté de façon un peu plus réaliste qu'on faisait avec les statues équestres des rois, etc. On est en face donc là d'une controverse qui va revenir sur qu'est-ce que l'art et qu'est-ce qu'on doit mettre dans les espaces publics très exposés. Qu'est-ce que nous voulons célébrer? Revenons donc à l'art contemporain et nous verrons la présentation, les 6 mois, je crois que c'est les 6 mois, où le quatrième socle a été sous la surveillance ou sous le positionnement de Anthony Gormley, vous le voyez en bas à droite, donc l'artiste qui a décidé de ce projet. Mais c'est un projet un petit peu spécial parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'avec l'aide de l'Internet, il a fait un appel d'offres. Tout le monde qui veut peut me proposer un projet sur ce qu'eux, ils voudraient mettre ou faire pendant 1 heure sur le quatrième socle. Et donc, quelques milliers, pardon, 2400 membres du public sélectionnés ont chacun passé 1 heure sur le socle. Ils étaient autorisés à faire tout ce qu'ils souhaitaient et ils pouvaient emporter tout ce qu'ils pouvaient porter sans aide. Voilà. Et donc, ils ont été choisis, ils ont été sélectionnés de façon que toutes les régions de Grande-Bretagne soient représentées et aussi toutes les minorités, l'essentiel des minorités ethniques. Il fallait quelques gardes de sécurité 24 heures sur 24. Et aussi, vous voyez là les filets pour empêcher des drames. Le contenu du socle était retransmis en direct sur Internet grâce à la chaîne de télévision Sky Arts. Et donc voilà, donc là, vous voyez donc également un aspect de l'art contemporain, l'envie de faire participer un large public. Et voilà ce que M. Gormley a déclaré au sujet de cette œuvre dans le contexte de Trafalgar Square avec ses statues militaires, ses statues d'honneur et ses statues historiques masculines. Cette élévation de la vie quotidienne à la place autrefois occupée par l'art monumental nous permet de réfléchir à la diversité, à la vulnérabilité et à la particularité de l'individu dans la société contemporaine. Il s'agit de personnes qui se réunissent pour faire quelque chose d'extraordinaire et d'imprévisible. Cela peut être tragique, mais cela peut aussi être drôle. Donc, vous voyez que nous sommes en position, comment dire, nous sommes confrontés à une grande variété. Plus récemment, nous avions cet élément ici. Excusez-moi, je me perds un peu dans mes notes. C'est 2019 de Michael Rakovich, pas britannique, donc irako-américain. Et le titre, c'est L'ennemi invisible ne devrait pas exister. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la recréation d'une sculpture de Toro Ele, les divinités protectrices, qui se trouvait en Irak, et il se trouvait en Irak pendant 2700 ans, avant d'être détruite en 2015 par Daesh. Et donc, voilà, donc on interprète comme on veut, mais il semble raisonnable de considérer que c'est une défense du patrimoine de l'humanité, le patrimoine artistique vieil de l'humanité contre les idéologies qui veulent rendre cela impossible. Mais il y a aussi une partie politique aussi parce qu'en fait, la reconstitution est fabriquée avec des boîtes de sirop de date irakienne. Et ça représente la destruction de cette industrie, l'industrie de la date, dans le pays à cause de la guerre.
Plus récemment, donc 2023, nous avons donc une Britannique, une femme, cette fois The End, Heather Phillipson. Alors, c'était prévu pour ne pas durer aussi longtemps, mais il a eu la chance peut-être de rester pendant le Covid et donc ils n'ont pas changé. Alors, vous voyez là que, alors c'est une représentation de crème avec une énorme cerise, des mouches, et il y a un drone qui tourne au-dessus. Et le drone filme les passants et les affiche sur Internet. Alors, peut-être un peu plus difficile d'accéder directement au type de sens que l'artiste veut transmettre, mais implication d'une grande masse de personnes parce qu'ils sont filmés et retransmis. Une défense de l'idée qu'on veut peut-être montrer ce qui est dégoûtant et pas ce qui est beau. Et puis, après, vous avez le droit, bien sûr, d'avoir d'autres interprétations. Je n'ai qu'une ou deux derniers exemples sur ce qui a été mis sur le quatrième socle, et j'irai avec celui-ci, donc un Britannique originaire de Malawi, Samson Kambalou. Et qu'est-ce qu'il met ici? Donc ici, on voit que l'histoire impériale de la Grande-Bretagne s'insère dans le milieu de l'art contemporain, parce que qu'est-ce qu'il a présenté ici? Il a reproduit sur le socle une photographie de 1914 de John Chilembwe, c'est le grand, hein, sur le prédicateur baptiste et panafricaniste, donc opposant à l'impérialisme, et de John Chorley, un missionnaire européen. Et en fait, ce qui se passe dans cette photo, dans ce moment, c'est que le prédicateur baptiste noir, au Nyasaland, qui est aujourd'hui le Malawi, se présentait à cette inauguration de la nouvelle église portant un chapeau, tandis que la règle coloniale interdisait aux Africains de porter des chapeaux devant les Blancs. L'année suivante, Chilembwe va être à la tête d'un soulèvement contre le régime colonial et va être tué. Voilà, donc vous voyez donc une représentation, un petit bout de l'histoire, mais qu'on peut considérer doit encourager celui qui regarde le passant de réfléchir à l'histoire impériale. Les controverses continuaient parce que lors de la mort de la reine Elisabeth II, il y avait une petite campagne par la presse, la presse de droite, de mettre sur le quatrième socle une statue de notre reine Elisabeth. Je n'ai pas allé bien loin, mais c'est intéressant d'y penser. J'en viens maintenant à la dernière institution que je veux décrire avant de passer aux artistes. Et c'est le prix Turner. Alors, le prix Turner, qu'est-ce que c'est? C'est un prix annuel, donc, qui est donné aux meilleurs, bon, en tout cas, le jury considère que c'est le meilleur artiste contemporain vivant britannique. Alors, cette fois, contrairement pour le quatrième socle, pour le Tate Modern, le prix Turner est toujours donné à Britannique. Je pense que si je vous fais un petit spoiler, il est vrai que beaucoup des œuvres sont plus difficiles d'accès pour celui qui n'est peut-être pas expert en art contemporain, en tout cas pour moi. Voilà, alors le prix c'est 25 000 livres sterling chaque fois, et il y a une cérémonie chaque année. Et ils essaient, moi je dirais qu'ils essaient vraiment de présenter, de choisir des œuvres d'une grande originalité. Ça c'est simplement une représentation de Turner, c'est le nom de Turner qui est donné au prix Turner, donc début du 19e siècle, et des paysages donc assez avant-garde pour l'époque. Alors voilà Susan Phillips, elle gagne en 2020. 2010, pardon, elle gagne en 2010, et
Son idée, c'est de faire une œuvre qui souligne l'importance de la musique live, de la musique en direct, qui crée un sentiment de communauté à Glasgow. Donc, c'est une importante partie de l'ambiance de la communauté de Glasgow. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Son œuvre consiste à aller sous trois différents ponts autour de la rivière Clyde, et elle va chanter des chansons folk des travailleurs à chaque endroit. C'est ça l'œuvre, si vous voulez. C'est une œuvre éphémère. C'est une œuvre qui fait des choses dont on a moins l'habitude à voir en tant qu'art. Alors, les chansons qu'elle va chanter font partie donc de la tradition des chansons folk ouvriers de Glasgow. Et c'est vrai que les pubs autour de ces ponts aujourd'hui restent des endroits importants pour la musique jouée en direct. L'année suivante, donc je suis désolé, j'ai coupé la tête au monsieur, 2011, nous avons cette pièce par Martin Boyce, Est-ce que les mots ont des voix? Le journaliste a dit, avec son installation sculpturale, calmement atmosphérique et lyriquement automnale, qui rappelle un parc urbain mélancolique avec ses arbres métalliques et ses feuilles de papier éparses. Martin Boyce a été annoncé comme le gagnant du prix Turner. Voilà, donc je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup des œuvres du IVe siècle, c'est moins facile d'accès. Et pouvait être critiqué pour cette raison. D'ailleurs, la cérémonie de remise de prix en 2011 a été interrompue par Mark Roberts, qui a débarqué tout nu pour faire scandale, et il avait été engagé par un autre artiste. Voilà, donc en fait, dans l'art contemporain, l'interruption d'une cérémonie d'art peut aussi être considérée comme un acte artistique. L'année suivante, en 2012, c'est une vidéo qui a gagné, et c'est une vidéo de l'incendie dans un grand magasin en 1979. Voici ce qu'a écrit The Guardian. Il y a des silences, des éclats de musique, un formidable jeu de mots et images et des changements de rythme qui nous font passer d'une analyse de l'architecture de l'Église à une reconstitution de l'incendie lui-même. L'utilisation qu'elle fait des images de l'incendie ne donne jamais l'impression d'être voyeuriste ou méritoire. Elle fait beaucoup en 20 minutes. Voilà, donc 20 minutes de vidéo, pas forcément très facile à interpréter. Plus récemment, ça a été en 2017, donc ça a été un artiste noir britannique qui a gagné le prix, Lubaina Himid. Et ici, elle a réalisé, c'est un des œuvres qui lui a fait gagner le prix, elle a réalisé A Fashionable Marriage. Et donc, c'est une remise à jour d'un dessin très connu de William Hogarth, satiriste et artiste du XVIIIe siècle, qui avait fait Mariage à la mode. Et donc, cette version nouveau, on a donc une mise en place de personnages découpés, dont Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Mais bon, peut-être vous voyez, donc avec la référence que j'ai fait à Mariage à la mode de William Hogarth, que quelque part, le public est censé pouvoir trouver les échos qui renvoient vers une histoire vers une histoire de l'art britannique. Elle a fait beaucoup d'autres travaux. Elle a beaucoup travaillé sur les premiers Africains qui arrivaient au Royaume-Uni, souvent des esclaves. Et elle a voulu, comment dire, quelque part redonner une valeur et une attention à des Noirs qui étaient présents
en Angleterre, mais dont on parle très peu. Là, ça doit faire autour d'une demi-heure, donc je vais arrêter là et recommencer avec une deuxième partie bientôt. Il suffit que je clique là-dessus et ça va être fait.